La guerre est souvent une question d'argent. Le pays avec le plus grand budget militaire a un avantage certain. Cependant, un pays créatif peut tirer le maximum de chaque dollar qu'il possède, en trouvant des moyens de dépenser très peu pour des armes qui réduisent l'opposition en bouillie. L'Ukraine illustre parfaitement cette philosophie, comme elle vient encore de le démontrer. Les drones en bois de l'Ukraine paralysent la machine de guerre russe pour une bouchée de pain, comme vient de le découvrir une force aéroportée d'élite récemment vaincue et humiliée. Le 13 août, David Axe, ex-collaborateur militaire de Forbes, a révélé dans Euromaidan Press que l'armée et l'armée de l'air ukrainienne avaient mené une attaque dévastatrice 2 jours plus tôt. En se concentrant sur une concentration de troupes russes à Bakhmout, l'une des villes forteresses les plus importantes de la guerre, l'Ukraine a lancé une frappe aérienne combinée qui a détruit les forces russes. La 24e brigade mécanisée ukrainienne affirme avoir frappé la 98e division aéroportée russe, près de Bakhmout, et à 150 km de la ligne de front à Donetsk. C'est un fait intéressant alors que la Russie continue de progresser à Donetsk. Alors que Politico rapporte que la ligne de défense de l'Ukraine a été percée par ces assauts, le 12 août, l'Ukraine répond en lançant des attaques à l'arrière de la Russie. Il y a une certaine logique ici. Frapper la Russie derrière les lignes de front permet de détruire les routes logistiques alimentant les troupes et d'éliminer les réserves destinées à renforcer les forces avancées quand ils sont épuisés. La 98e division aéroportée regroupait des parachutistes combattus par l'Ukraine à Chassiv Yar. Progressivement, les Russes collés ont chassé les Ukrainiens de cette petite ville. Mais cette avancée aurait pu être anéantie par la perte de parachutistes expérimentés. Nous avons indiqué que l'Ukraine a réussi grâce à une attaque combinée astucieuse. Tout d'abord, il y a eu un raid mené par l'un des chasseurs Su-27 de l'ère soviétique de l'Ukraine. Longtemps simples spectateurs de la guerre, ces avions de chasse supersoniques bimoteurs sont devenus bien plus utiles. Depuis que l'Ukraine a acquis des bombes air-sol modulaires, Hammer françaises, et des munitions Joint Direct Attack munitions américaines. Dans les deux cas, ces armes permettent à l'Ukraine d'équiper ses nombreuses bombes classiques de kit d'ailes. Ces bombes deviennent alors des armes de précision capables de planer vers leur cible grâce au système de navigation des kits d'ailes. L'Ukraine n'a pas besoin d'envoyer ses Su-27 directement au-dessus des forces russes pour larguer des bombes. Elle peut les lancer à l'arrière, protégeant les avions tout en causant un maximum de dégâts. C'est ce qui semble s'être produit le 11 août, écrit Axe, lorsque l'Ukraine a déployé un Su-27 équipé de bombes planantes occidentales pour dévaster les parachutistes de la 98e division aéroportée. Cependant, ce chasseur et ses bombes à eux seuls n'auraient pas suffi à accomplir la mission. L'Ukraine devait localiser sa cible puis confirmer les dégâts après la frappe. Voici le Priva 299, le deuxième élément de la frappe combinée. Les drones Priva de l'Ukraine offrent un exemple rare où l'Ukraine s'inspire de l'innovation russe. Axe indique que ces drones ressemblent probablement aux drones russes Priva 82 des véhicules aériens sans pilote à voilure fixe. Ils se distinguent de nombreux homologues car ils sont en bois. Le bois n'est pas très robuste, mais il est assez solide pour des vols aller simples de drones. David Hambling de Forbes a rapporté en juin 2023 sur les drones en bois russes. La Russie a exploité ces drones en bois pour des attaques kamikazes, à très faible coût. Comparés aux drones classiques et aux armes plus avancées, les Privat 82 se sont révélés être des outils utiles dans l'arsenal russe. L'Ukraine a repris et adapté ce concept. Il semble que le Priva 299 ukrainien soit capable de transporter des explosifs, ce qui lui permet de servir de drone kamikaze. Cependant, nous savons aussi que le 11 août, l'Ukraine a utilisé son nouveau drone pour surveiller la position de la 98e division aéroportée près de Bakhmout. Avant l'attaque du Su-27 et ses bombes planantes, les nouveaux drones privés ukrainiens transmettaient déjà les coordonnées et les cibles idéales. Les drones ont ensuite inspecté la zone pour confirmer le succès ukrainien, puis des ajustements ont été effectués. L'Ukraine emploie ces nouveaux drones en bois pour la surveillance, tout en restant vague sur leur usage possible comme drone kamikaze. Mais plus importantes sont les paroles transmises en retour. Ces 3 mots nous le disent. Les nouveaux drones en bois de l'Ukraine semblent être réutilisables, plutôt que des drones d'attaque à sens unique qui ne sont jamais censés revenir à la base. Si l'innovation Priva 82 de la Russie a permis de créer un drone en bois à bas coût, l'évolution de ce concept par l'Ukraine permet des économies encore plus importantes grâce à sa réutilisabilité. Mais le nouveau drone ukrainien n'a pas fait que surveiller la zone. La 24e brigade mécanisée d'Ukraine a fourni quelques détails supplémentaires dans un message publié le 11 août, annonçant la frappe de Bakhmout sur un site de déploiement temporaire du personnel ennemi,
Selon le communiqué, la vidéo montre le drone ukrainien Priva 299 à voilure fixe en action. Cette vidéo dure 24 secondes et semble avoir été filmée par un drone de reconnaissance ukrainien, peut-être même l'un de ces nouveaux Priva 299. Cependant, le drone qui effectue l'enregistrement n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la séquence qu'il a filmée. Pendant quelques secondes, la vidéo s'attarde sur un bâtiment qui serait situé à Bakhmut. Puis une explosion survient, semblant trop faible pour venir d'une bombe Assam Hammer ou Joint Direct Attack Munition. Frappe de drone, selon la 24e brigade mécanisée. La vidéo montre un drone en bois Priva 299 livrant un puissant explosif directement devant la porte de la 98e division aéroportée. Observer, attendre, frapper. Le nouveau drone ukrainien sait tout faire. Mais qu'a vraiment accompli l'Ukraine avec sa frappe du 11 août à Bakhmut, en éliminant au moins une partie de la 98e division aéroportée russe? D'une part, cette division a été une arme précieuse que le président russe Vladimir Poutine utilise contre l'Ukraine depuis plus de 10 ans. Nous savons que des membres de cette division étaient là présents dans le Donbass, lors de la première agression russe en 2014. Le 26 août 2014, la British Broadcasting Corporation a signalé l'arrestation de 10 membres de cette division à la frontière Ukraine-Russie. Le Kremlin a voulu faire passer cela pour un accident, niant tout soutien russe aux séparatistes du Donbass. Les 10 soldats se sont apparemment perdus lors d'une patrouille de routine qui a fini en Ukraine. Personne n'a cru à cette histoire, surtout l'Ukraine. Andriy Lysenko, porte-parole militaire, a affirmé « Ce n'était pas une erreur, mais une mission spéciale. » Ces premières incursions étaient là clairement un signe de ce qui allait arriver. La 98e division aéroportée a été l'une des armes les plus puissantes de la Russie depuis le lancement de son invasion totale. Des éléments du 217e régiment, aéroporté de la division, faisaient partie des premiers à être déployés en Biélorussie lors de la préparation de l'invasion russe de février, arrivant sur le territoire des alliés russes un mois avant le lancement de la soi-disant opération militaire spéciale. La 98e division aéroportée a participé à l'offensive sur Kiev, puis à plusieurs opérations autour de Donetsk, Bakhmut et Ivanivska. Depuis avril 2024, la 98e division aéroportée combat à Chazivyar. C'est là qu'elle tentait de progresser lorsque les Su-27 ukrainiens et les nouveaux drones Privat 299 ont frappé. Ce n'est pas une division russe ordinaire, c'est une unité que la Russie utilise depuis qu'elle a tourné son attention vers l'Ukraine, et elle s'est révélée très efficace. C'est pareil pour le drone utilisé par l'Ukraine, lors de la frappe du 11 août. Nous avons déjà donné quelques détails sur ce drone, mais nous en savons peu. Cependant, nous savons quelque chose sur le Privat 82 qui semble avoir inspiré le nouveau drone en bois de l'Ukraine. Euromédan Press rapporte que le drone Priva russe est fabriqué en contreplaqué et ne coûte que quelques milliers de dollars à produire. Créé par la start-up Okeo, le drone est impressionnant, non seulement en raison de son faible coût, mais aussi parce qu'il peut parcourir environ 50 km tout en transportant un explosif de 5 kg. La portée est nettement supérieure à celle des drones First Person View à fibre optique. En janvier, Defense Express a indiqué que l'Ukraine avait développé un drone pouvant parcourir 40 km. Ce drone doit être relié à son opérateur par un câble à fibre optique, contrairement aux nouveaux drones en bois ukrainiens qui n'en ont pas besoin. Ils peuvent parcourir de plus longues distances, frapper tout aussi fort et ne laissent aucune trace grâce à l'absence de câble à fibre optique. Pour Privat 82, l'article de Forbes de David Ambling déjà cité confirme ces points. Les drones en bois russes atteignent des cibles à plus de 30 miles, dépassant la portée et la charge des First Person View. Ils coûtent bien moins cher que les autres armes. Ambling précise, 1000 $ par drone. Si le Priva 299 de l'Ukraine est vraiment une version modifiée et améliorée du Privat 82 et peut être fabriqué à un prix similaire, le 11 août marquera seulement le début de l'utilisation de cette arme par l'Ukraine. La 24e brigade mécanisée a qualifié de nouveau le drone utilisé lors de la frappe du 11 août. Pour autant que nous sachions, il se peut que ce soit le premier test de combat confirmé du Privat ukrainien. Si tel est le cas, le drone a brillamment réussi le test pour environ 1000 $ chacun. Nous verrons probablement beaucoup plus arriver sur le champ de bataille ukrainien dans les prochains mois. À quoi sert un drone supplémentaire, même moins cher que ceux déjà construits? Il s'avère qu'il sera très utile. Il serait certainement inexact d'affirmer que l'Ukraine est limitée en ce qui concerne le nombre de drones qu'elle déploie dans la guerre contre la Russie. Le président du pays, Volodymyr Zelensky, s'est fixé pour objectif de construire 45 millions de drones rien qu'en 2025. Rien n'indique que l'Ukraine n'atteindra pas cet objectif. Les chiffres ne limitent pas. La portée des drones limite l'Ukraine.
Les drones First Person View à fibre optique évoqués plus tôt sont parfaits pour les combats rapprochés sur la ligne de front. Les envoyer plus loin dans l'arrière russe est souvent impossible. Les câbles à fibre optique révèlent la position et peuvent être sectionnés par les troupes de première ligne, contournés par ces drones. Cela laisserait à l'Ukraine sa belle collection de drones longue portée pour mener des frappes comme celle que nous avons vue le 11 août. Ces drones sont performants, mais leur coût compte aussi. Un drone Liushi longue portée utilisé par l'Ukraine pour frapper en Russie coûte 20 000 $ à produire. C'est cher pour un drone frappant une cible russe derrière les lignes, mais toujours en Ukraine. Ces drones, conçus pour des frappes lointaines sur plusieurs centaines de kilomètres, semblent gaspillés s'ils sont employés en Ukraine. Alors qu'une partie de la stratégie du pays repose désormais sur l'épuisement de la machine de guerre russe en menant des frappes contre des installations militaires et industrielles. Les zones arrière proches et intermédiaires manquaient de solutions idéales pour les drones, mais ce n'est plus le cas. Avec le Priva 299, l'Ukraine a peut-être trouvé une solution bon marché au problème de la portée moyenne. Euromaidan Press le souligne. Actuellement, les drones de First Person View de l'Ukraine dominent le champ de bataille jusqu'à 15 km de la ligne de contact. Des efforts sont en cours pour étendre la zone létale des drones à 40 km. L'objectif: empêcher les forces russes de se déplacer sans être détectées sur le front, a écrit le correspondant de guerre américano-ukrainien David Kirichenko. Selon le média, Calibre détaille l'impact majeur pour les forces russes et ses profondes implications tactiques. L'élargissement de la zone de destruction rend la logistique, l'artillerie et les mouvements de troupes arrière plus vulnérables. Des problèmes stratégiques y sont créés pour les forces de Poutine. Pendant la majeure partie de la guerre, elles ont pu opérer juste derrière les lignes de front, en relative sécurité. Bien sûr, il arrivait qu'un drone ou un missile ukrainien perce occasionnellement. Une fois la Russie installée, elle a pu utiliser ce territoire pour acheminer troupes et matériel au front. Les forces de première ligne de la Russie sont à la fois soutenues et remplacées, si nécessaire, par celles qui se trouvent à l'arrière immédiat. Le fait que l'Ukraine dispose d'un drone de moyenne portée bouleverse tout cela. Cela permet à l'Ukraine de frapper juste derrière le front, créant des zones de destruction derrière les troupes russes, tentant d'entrer sur son territoire. Ces troupes se retrouvent isolées. Elles ne peuvent pas reculer, car les drones de moyenne portée de l'Ukraine peuvent les atteindre. Ils avancent, malgré l'absence de ravitaillement et de renforts, et sont tués. La Russie se retrouve alors confrontée au problème de devoir envoyer davantage de troupes à travers la zone de destruction de moyenne portée créée par l'Ukraine. Le Priva 299 semble fournir à l'Ukraine tout le nécessaire pour surveiller et attaquer les troupes russes, derrière les lignes de front. Caliber dit qu'être repéré à moins d'un mile du front signifie souvent la mort pour les troupes russes. Le fait que l'Ukraine étende cette distance à plusieurs miles derrière la ligne de front lui donne un énorme avantage tactique. Cela permet à l'Ukraine d'établir un mur de drones multicouches. Cette approche paraît évidente au niveau basique. Des drones First Person View à fibre optique patrouillent les lignes de front, traquant et détruisant troupes russes et unités mécanisées. Le soldat 299 agit derrière la ligne, créant d'immenses zones de destruction qui gênent la logistique russe et isolent les troupes au front. Les drones longue portée ukrainiens peuvent enfin viser des cibles en profondeur, au lieu d'attaquer près du front. La couche de drones est vitale d'un point de vue offensif, ces frappes servant évidemment aussi à la défense de l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine dispose également de plus d'options, en créant une plus grande variété de drones pouvant être utilisés à de multiples fins. Prenez par exemple l'approche de l'armée britannique. En mai, Army Technology a rapporté que le Royaume-Uni développe une formation à 3 couches qui prévoit l'utilisation de drones en première ligne. 2 couches, sur plateforme rudimentaire. C'est une évolution de l'approche britannique précédente, qui utilisait plateformes, hélicoptères et lance-roquettes, puis des soldats au sol. Les drones coûtent moins cher que ces plateformes, et sans pilote, présentent moins de risques. Si l'Ukraine souhaite progresser, cette approche britannique est parfaite. Les Private 299 attaquent l'arrière proche. Les drones First Person View affrontent les forces russes en première ligne, et après que cette combinaison de drones a semé le chaos. Les troupes terrestres ukrainiennes peuvent alors avancer pour éliminer les retardataires et reprendre le territoire. Peut-être allons-nous un peu vite en besogne ici. Mais si le Private 299 est aussi polyvalent et percutant que le laisse penser la frappe du 11 août, il pourrait bien changer la donne pour l'Ukraine. Outre la création de couches de drones, cette frappe est importante pour d'autres raisons. Comme l'explique Defense Express dans son article du 12 août, les frappes sur les troupes à Bakhmout aident l'Ukraine à réduire les effectifs russes à Donetsk et à perturber la rotation de leurs soldats. En résumé, les soldats russes doivent rester plus longtemps au front à cause de telles frappes. Ce combat supplémentaire entraîne l'épuisement et l'effondrement du moral, 2 problèmes qui donnent un avantage aux défenseurs ukrainiens. Davantage de soldats russes mourront à cause de ce type de perturbation.
L'Ukraine joue bien ses cartes. Elle pourrait même réussir à se frayer un chemin vers Bakhmout avec le temps. Mais cela ne se produira pas immédiatement. L'Ukraine souhaite reprendre cette ville forteresse conquise par la Russie en 2023. Cela inverserait l'une des victoires symboliques les plus importantes que la Russie ait remportées depuis le début de son invasion. Cela apporte aussi un grand regain de morale aux défenseurs ukrainiens épuisés. La ville a une valeur stratégique limitée, comme l'a indiqué Al Jazeera lors de la tentative russe de reprise en mai 2023. Mais tout territoire repris est énorme pour l'Ukraine, car cela signifie que le pays gagne un levier qu'il pourra utiliser lors de futures négociations de paix avec la Russie. Évoquer la reprise de Bakhmout est prématuré. L'Ukraine a utilisé son Privat 299, allégeant la pression à Chaziviar et près de Bakhmout sur le front de Donetsk. Cependant, cela montre le potentiel que recèlent les drones en bois bon marché de l'Ukraine, avec l'approche en couche dont nous avons déjà parlé, ou simplement en utilisant ces nouveaux drones comme outil de soutien pour davantage d'attaques air-sol modulaires Hammer ou Joint Direct Attack Munitions. L'Ukraine pourrait réduire l'emprise russe sur un territoire symbolique. Enfin, il y a ce que représente l'apparition du Privat 299 pour l'Ukraine elle-même, un nouvel équipement militaire fabriqué dans le pays. Le succès de cette frappe montre aussi l'essor des armes locales, réduisant la dépendance aux systèmes étrangers, selon Defense Express. Le virage est engagé. En avril, le Kiev Independent a cité Zelensky affirmant qu'environ 40% des armes utilisées par l'Ukraine sont produites localement. L'objectif du président ukrainien est de porter ce chiffre à 50% d'ici 2026. Army Technology signale cependant des obstacles, principalement financiers, pouvant empêcher cela. Ukraine Business News a rapporté le 11 août que l'Ukraine doit recevoir environ 6 milliards de dollars pour maintenir son complexe industriel de défense nationale jusqu'en 2026. Plus serait encore mieux. L'industrie nationale de l'armement de l'Ukraine s'est développée au point de pouvoir fabriquer 1000 types de produits allant de l'artillerie et des véhicules blindés aux missiles et aux drones avancés. Le financement de l'Ukraine lui donne un potentiel de production de 35 milliards de dollars sur la base des 6 milliards nécessaires pour tenir jusqu'en 2026. 35 milliards de dollars permettraient à l'Ukraine de produire la plupart de son équipement elle-même. Soutenu par des armes avancées comme les Patriots américains, le privé 299 s'ajoute à la liste croissante d'armes ukrainiennes. Si son prix avoisine celui du modèle russe, 1000 $, ce drone en bois pourrait être produit en masse, pour devenir l'un des outils les plus importants que les forces terrestres ukrainiennes peuvent déployer contre les envahisseurs russes. Le 11 août a servi de preuve de concept. Les soldats russes là se demandent ce que les nouveaux drones en bois ukrainiens leur réservent. Alors que les drones en bois menacent les soldats russes derrière les lignes de front, les drones longue portée de l'Ukraine infligent de sérieux dégâts à l'intérieur même de la Russie. L'Ukraine a accompli en heures ce que les sanctions occidentales ont mis des années à faire. Plus d'infos dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières frappes et armes ukrainiennes. Et merci comme toujours de nous regarder.